La nuit où tout bascula, personne n'entendit les cris. C'était une nuit glaciale de janvier 1892 et le fleuve Meuse charriait des plaques de glace qui cognaient contre les piliers du vieux pont de pierre. Dans les ruelles étroites de Charleville-Mézières, le vent sifflait entre les façades de briques noircies par la suie des usines textiles. À cette heure, seuls les chiens errants et les ivrognes osaient encore traîner dans les quartiers ouvriers, là où la misère avait creusé des rides profondes sur les visages avant même 30 ans. Émile Dervaux remonta le col de son manteau élimé et cracha dans la neige sale. À 37 ans, il avait le visage tanné d'un homme qui avait passé trop de nuits à traverser la frontière belge avec des cargaisons illégales. Ses mains, larges et calleuses, serraient les rênes d'une vieille jument grise dont les côtes saillaient sous la peau tendue. Derrière lui, dans la carriole aux planches disjointes, son frère cadet Laurent, 29 ans, vérifiait pour la 10e fois que la bâche était bien attachée. « Tu vas la trouer à force de tirer dessus », grommela Émile, sans se retourner. Laurent ne répondit pas. Ses yeux nerveux scrutaient les fenêtres sombres des maisons qu'il longeait. Depuis des années, il faisait ce trajet, du petit entrepôt près des anciens abattoirs, jusqu'à la gare de marchandises, où un employé corrompu fermait les yeux contre quelques francs. Du vin de Belgique, du tabac, parfois des armes volées aux arsenaux. Rien qui mérite la potence, rien qui empêche de dormir, mais ce soir, sous la bâche, il n'y avait ni vin ni tabac. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'un été particulièrement étouffant. La chaleur avait fait pourrir les récoltes dans les champs et assécher le commerce clandestin. Les débits de boissons refusaient le vin frelaté. Les ouvriers n'avaient plus de sous pour le tabac de contrebande. Les frères Dervaux se retrouvèrent avec un entrepôt plein et les poches vides. C'est alors qu'un homme était venu les trouver. Il s'appelait Augustin Renard et il se présentait comme un intermédiaire médical, travaillant pour des institutions parisiennes. Grand, les cheveux gominés, une moustache fine comme un trait de plume, il portait un costume 3 pièces qui dénotait dans ce quartier où le linge séchait aux fenêtres et où l'odeur de choux bouillis imprégnait les murs. « Messieurs, » avait-il dit en s'asseyant sans invitation dans leur arrière-salle poisseuse, « j'ai entendu dire que vous étiez des hommes pragmatiques, des hommes qui comprennent que la morale est un luxe de bourgeois. » Émile avait froncé les sourcils, méfiant. Laurent, lui, s'était penché en avant, intrigué. « La science progresse, messieurs », avait continué Renard, en sortant une enveloppe de sa veste. Les facultés de médecine de Paris, de Lyon, de Strasbourg, elles ont tout un besoin constant de sujets anatomiques pour former les futurs médecins. Malheureusement, la loi française est restrictive. On ne peut utiliser que les corps des indigents morts à l'hôpital, et le nombre est insuffisant. Il avait posé l'enveloppe sur la table crasseuse. À travers le papier, on devinait l'épaisseur de billets de banque. Je cherche des hommes capables de me fournir de la matière première, fraîche si possible, bien conservée, contre une rémunération qui dépassera largement vos petits trafics de vin coupé. Émile s'était levé d'un bond. « Vous nous prenez pour qui? On n'est pas des assassins. » Mais Renard avait souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux gris et froids. Qui parle d'assassiner? La misère tue plus sûrement que n'importe quel couteau, messieurs. Les gens meurent chaque jour dans cette ville, de froid, de faim, de maladie. Des corps que personne ne réclame, des vagabonds, des prostituées, des ivrognes, des gens qui disparaissent et dont personne ne pleure l'absence. Vous ne feriez que récupérer ce qui serait de toute façon perdu. Laurent avait regardé son frère. Dans ses yeux brillait une lueur que Émile connaissait bien, celle de l'avidité mêlée au désespoir. Il devait 3 mois de loyer. Le propriétaire avait menacé de les expulser. L'hiver approchait et avec lui la faim. Combien? Avait murmuré Laurent. Et ainsi leur descente aux enfers avait commencé. Le premier avait été un vieux mendiant qui dormait sous le pont, enroulé dans des journaux. Personne ne l'avait vu depuis des semaines quand il était mort d'une pneumonie, seul dans le froid. Émile et Laurent l'avaient simplement récupéré, enveloppé dans une toile cirée, transporté jusqu'à Reims, où Renard les attendait avec l'argent comptant. 150 francs, plus que ce qu'il gagnait en 6 mois de contrebande. « Excellent travail »,
avait dit Renard en inspectant le corps avec le détachement d'un marchand de chevaux. Bien conservé par le froid. Les étudiants apprécieront. Le deuxième avait été une prostituée trouvée morte dans une ruelle, probablement tuée par un client violent. Le troisième, un ivrogne que tout le quartier connaissait, retrouvé gelé dans sa mansarde. Au début, Émile se répétait qu'il ne tuait personne, qu'il ne faisait que ramasser ce que la mort avait déjà pris. Mais l'argent était si facile, si tentant, et Renard en demandait toujours plus. La demande augmente, expliquait-il à chaque livraison. Les facultés ouvrent de nouvelles chaires. Le progrès médical, messieurs, repose sur vos épaules. Puis vint l'hiver 1891, le plus rude depuis des décennies. Les usines fermèrent, les ouvriers furent jetés à la rue. La faim creusa les joues et fit briller les yeux d'une lueur désespérée. C'est là que les frères Dervaux franchirent la ligne qu'ils s'étaient jurés de ne jamais dépasser. Cela commença avec une jeune femme. Elle s'appelait Mathilde, elle avait 19 ans et elle venait de l'Aisne dans l'espoir de trouver du travail dans les filatures de soie. Émile l'avait vue au marché, grelottante dans sa robe trop fine, demandant l'aumône d'une voix tremblante. « Elle est seule ?» avait murmuré Laurent ce soir-là. « Personne ne sait qu'elle est ici. Personne ne la cherchera. » Émile avait secoué la tête, horrifié. « Non, on a dit qu'on ne toucherait qu'aux morts. »« On meurt de faim, Émile !» Laurent avait frappé la table du poing. « Le propriétaire veut nous expulser, on n'a plus rien. Et elle va mourir de toute façon, dans une semaine, peut-être 2. De froid ou de faim. Quelle différence ?» La différence entre récupérer un corps et prendre une vie. Mais Laurent avait déjà ce regard vide qu'Émile reconnaissait, celui d'un homme qui s'était convaincu que la fin justifiait les moyens. 3 jours plus tard, Mathilde disparut. Les gens du quartier hochèrent la tête avec tristesse. Encore une de ces pauvres filles venues de la campagne, probablement reparties ailleurs, ou pire. Dans Charleville-Mézières, les jeunes femmes seules disparaissaient régulièrement. Certaines devenaient prostituées, d'autres mouraient de maladie, d'autres encore prenaient le train pour Paris sans laisser d'adresse. Personne ne fit le lien avec les frères Dervaux. Renard fut ravi de cette nouvelle acquisition. « Jeune, en bonne santé », avait-il commenté en examinant le corps avec une lampe à pétrole. « Les anatomistes vont se battre pour celle-là. 200 francs, messieurs, 200 francs pour une vie humaine. » Après Mathilde, il y eut Jeanne, une couturière veuve qui vivait seule dans une soupente, puis Henri, un ouvrier tuberculeux que personne ne voulait embaucher, puis d'autres. Toujours des gens seuls, sans famille, sans amis, sans personne pour remarquer leur disparition dans une ville où la misère engloutissait les existences comme la Meuse engloutissait les glaçons. Les frères Dervaux développèrent une méthode. Laurent repérait les cibles. Il avait un don pour identifier ceux qui ne manqueraient à personne. Émile les attirait avec des promesses de travail, de nourriture, d'un abri pour la nuit. Une fois dans leur entrepôt près des anciens abattoirs municipaux, un coup à la tête, rapide et sans douleur. Ou presque. Puis venait la préparation. Renard avait été très clair sur les exigences. Les corps devaient être vidés de leur sang, lavés, parfois disséqués en partie pour faciliter le transport. L'entrepôt, autrefois utilisé pour dépecer les chevaux malades, fut réaménagé. Des crochets au plafond, de grandes bassines de cuivre, des scies et des couteaux bien aiguisés. Un registre méticuleux où Laurent notait le poids, la taille, l'âge estimé, l'état de conservation. Ils étaient devenus des bouchers. Mais au lieu de bétail, ils découpaient de l'humanité. Ce soir de janvier, alors que la carriole cahotait sur les pavés gelés, Émile sentait le poids de leurs crimes peser sur ses épaules comme une chape de plomb. Combien étaient-ils maintenant? 15, 20. Il avait arrêté de compter, essayant de ne pas penser aux visages, aux voix, aux derniers regards terrifiés. Laurent, lui, semblait s'être endurci. Il parlait de marchandises, de stock, de inventaire. Les êtres humains étaient devenus des chiffres dans son registre, des sommes d'argent empilées dans la boîte en fer sous les lattes du plancher. « Tu penses qu'on devrait arrêter ?» demanda soudain Émile, brisant le silence. Laurent ricana. « Arrêter.
On a enfin de l'argent, un toit solide, de quoi manger tous les jours. Et Renard dit que la demande explose. Les universités de toute l'Europe veulent nos produits. Ce ne sont pas des produits, c'était des gens. C'était des morts en sursis, Émile. On ne fait qu'accélérer l'inévitable. Mais Émile savait que c'était un mensonge. Ils étaient devenus des prédateurs, chassant les plus faibles de la société pour les transformer en marchandises. Et le pire, c'est qu'ils étaient loin d'être seuls. Renard avait laissé entendre que d'autres fournisseurs opéraient dans toute la France, à Lyon, à Marseille, à Lille. Un réseau clandestin qui alimentait les tables de dissection des facultés prestigieuses. La carriole s'arrêta devant un entrepôt discret près de la gare. Renard les attendait, toujours impeccable dans son costume sombre, une cigarette aux lèvres. « Messieurs » les salua-t-il, ponctuel comme toujours. « Qu'avez-vous pour moi ce soir ?» Laurent descendit et souleva un coin de la bâche. Renard se pencha, examina rapidement. Un homme, la quarantaine, en bon état. Parfait. 180 francs, comme convenu. Il leur tendit une enveloppe. Émile la prit mécaniquement, le cœur lourd. « J'aurai besoin de 3 nouveaux sujets d'ici la fin du mois », ajouta Renard en inspectant la carriole. La faculté de Lyon organise une grande démonstration anatomique. Il perd le double pour des spécimens de qualité. Le double. 600 francs. Laurent sourit. On s'en occupe. Sur le chemin du retour, Émile regarda son frère. Dans la lueur tremblante de la lanterne, le visage de Laurent semblait changer. Plus dur, plus froid. Comme si quelque chose d'essentiel s'était éteint en lui. « Tu te souviens de papa ?» demanda soudain Émile. « Il disait qu'un homme sans honneur n'est qu'une bête. » Laurent cracha dans la neige. « Papa est mort en nous laissant des dettes et une masure pourrie. Son honneur ne nous a jamais nourris. Peut-être, mais au moins il pouvait se regarder dans un miroir. » Un silence pesant s'installa. Au loin, les cloches de l'église Saint-Remy sonnèrent 2 heures du matin. Dans les ruelles sombres, quelqu'un toussait, une toux rauque et désespérée. Un bruit que les frères Dervaux connaissaient bien, celui d'un mourant. « Il y a une jeune femme qui est arrivée hier, » dit Laurent, les yeux fixés droit devant lui. « Elle cherche du travail dans les filatures. Elle loge dans une pension du quartier des Forges. Elle est seule. Personne ne la connaît. » Émile ferma les yeux. Encore une, toujours une de plus. Laurent, quoi? On a besoin de l'argent. Renard paie bien. C'est du commerce, rien de plus. C'est du meurtre. Appelle ça comme tu veux. Laurent tourna enfin la tête vers son frère, et Émile fut glacé par ce qu'il vit dans ses yeux du vide. Une absence totale d'humanité. On est allé trop loin pour reculer maintenant. Si on s'arrête, si on parle, on finit sur l'échafaud. Alors on continue. C'est aussi simple que ça. La carriole s'arrêta devant leur maison, une bâtisse de briques délabrée coincée entre une tannerie et un atelier de réparation de machines. Émile descendit lentement, ses jambes engourdies par le froid et par quelque chose de plus profond, la certitude que son âme était perdue. À l'intérieur, Laurent compta l'argent sur la table de la cuisine, empilant soigneusement les billets. Avec ça, on peut acheter de nouveaux outils, des couteaux plus aiguisés, une meilleure scie pour les os. Et il faudrait installer un système de drainage dans la cave. Renard dit que plus le travail est propre, mieux il paie. Émile ne répondit pas. Il monta dans sa chambre, s'assit sur le lit défoncé et regarda par la fenêtre crasseuse. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un linceul blanc. Quelque part dans ces rues, une jeune femme cherchait du travail, de l'espoir, une chance de survivre. Elle ne savait pas encore qu'elle était déjà morte. Dans la chambre voisine, Laurent fredonnait en rangeant l'argent. Le son résonnait dans le silence comme un chant funèbre. Les frères Dervaux étaient devenus les fantômes qu'ils créaient, des ombres sans âme qui hantaient les ruelles de Charleville-Mézières, chassant les vivants pour nourrir les tables de dissection des universités prestigieuses. Et la ville, indifférente, continuait de tourner avalant ses pauvres et ses faibles dans un silence complice. Personne ne voyait, personne ne parlait, personne n'écoutait les cris qui mouraient dans la nuit glaciale. Pas encore. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Février apporta une vague de froid encore plus mordante.
Le Meuse gela presque complètement, et les plus pauvres brûlèrent leurs meubles pour se chauffer. Dans les hôpitaux débordés, les médecins ne comptaient plus les morts de pneumonie, de tuberculose, de simple faiblesse. La misère faisait des ravages, et pour les frères Dervaux, chaque décès naturel représentait une opportunité manquée. Car ils n'attendaient plus que les morts trouvent leur chemin jusqu'à eux. L'entrepôt près des anciens abattoirs était devenu leur royaume secret. Laurent y passait ses journées perfectionnant ce qu'il appelait avec une froideur clinique le processus. Il avait acheté des livres d'anatomie, étudiait les planches dessinées avec soin, apprenait les noms des os, des muscles, des organes, non par curiosité scientifique, mais pour améliorer l'efficacité de leur commerce macabre. « Regarde, dit-il un matin en montrant à Émile une page cornée. Si on coupe ici, au niveau de la 3e vertèbre cervicale, la séparation de la tête est plus propre. Ça prend moins de temps et ça préserve mieux les tissus. » Émile détourna les yeux, nauséeux. Comment son frère avait-il pu devenir ce monstre méthodique? Il se souvenait du Laurent d'avant, un jeune homme rieur qui rêvait d'ouvrir une auberge, qui aimait la musique et qui pleurait encore à la mort de leur mère. Où était passé ce Laurent-là? Les murs de l'entrepôt étaient couverts de crochets de boucher rouillés, vestiges de l'époque où on y dépeçait les chevaux malades. Laurent les avait tous nettoyés, aiguisés, organisés par taille. Dans un coin, une pile de toiles cirées soigneusement pliées, dans un autre des seaux en zinc pour recueillir le sang, et au centre, une grande table en bois scarifiée où se déroulait le travail. Le registre de Laurent était devenu une obsession. Chaque acquisition y était consignée avec une précision maniaque. 9,23, femme, environ 25 ans, 52 kilos, 1,58 m, blonde, morte le 8 février, excellente condition, livrée à Renard le 9 février, prix 200 francs. 9,24, homme, environ 40 ans, 68 kilos, 1,72 m, chauve, cicatrice au bras droit, mort le 11 février, bon état, sauf dents pourries, livré le 12 février, prix 150 francs. Greux 25, femme, environ 30 ans, 47 kilos, 1,60 m, rousse, morte le 14 février, état moyen, sous-alimenté. Livré le 15 février, prix 180 francs. Des vies réduites à des statistiques, des êtres humains transformés en inventaire. Renard venait maintenant 2 fois par semaine, parfois accompagné d'autres hommes en costume élégant, des clients directs, expliquait-il. Des professeurs d'anatomie, des chirurgiens, des collectionneurs fortunés qui payaient des fortunes pour des spécimens rares, des jumeaux, des nains, des individus présentant des malformations intéressantes. « Vous comprenez, messieurs ?» disait Renard en allumant un cigare dans la pénombre de l'entrepôt. « La science moderne exige de la variété. Un professeur d'anatomie comparée m'a récemment demandé des sujets de différentes races, de différents âges. Il étudie les variations morphologiques. C'est fascinant, vraiment, fascinant. » Le mot résonna dans l'esprit d'Émile comme un blasphème. Un soir, un homme au visage émacié et aux yeux enfoncés arriva avec Renard. Il portait une sacoche de cuir usée et sentait le formol. « Messieurs, je vous présente le docteur Valentin Leclerc de la faculté de médecine de Paris, un de nos clients les plus exigeants. » Leclerc examina l'entrepôt d'un regard froid et calculateur. « Vous avez là un équipement rudimentaire mais fonctionnel, commenta-t-il, comme s'il inspectait une boucherie ordinaire. Monsieur Renard m'a vanté la qualité de vos fournitures. J'ai un besoin urgent de 3 sujets jeunes et sains pour une démonstration anatomique devant des étudiants étrangers. Je paie 300 francs par spécimen. 900 francs, une fortune. » Laurent s'avança immédiatement. « On peut vous fournir ça en 1 semaine. »« Parfait. » Leclerc sortit un carnet et un stylo à plumes. « J'ai des exigences précises. Je veux un homme entre 20 et 30 ans, athlétique si possible. Une femme du même âge, en bonne santé, non enceinte. Et un enfant ou un adolescent, les étudiants doivent comprendre les différences de développement anatomique. » Émile sentit son sang se glacer. Un enfant. Il voulait qu'il tue un enfant. « Non, » dit-il d'une voix tremblante. « Pas d'enfant. Jamais. » Leclerc le regarda avec surprise, puis avec un sourire condescendant.
Votre sensiblerie vous honore, monsieur, mais elle est mal placée. Les enfants meurent par centaines dans cette ville chaque hiver. La diphtérie, la scarlatine, la malnutrition. Vous ne feriez que récupérer ce que la nature a déjà condamné. J'ai dit non. Laurent posa une main sur l'épaule de son frère, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans sa chair. Émile, on peut en discuter à l'extérieur. Dehors, dans le froid mordant, Laurent saisit son frère par le col de son manteau. Tu vas tout faire capoter. 900 francs, Émile. C'est plus qu'on ne gagne en un an. Pas un enfant. Je ne toucherai pas à un enfant. Et quelle est la différence? Un gamin des rues qui mourra de toute façon de faim ou de maladie, ou une femme qui crèvera dans un hospice, ils sont tous condamnés. On ne fait qu'accélérer l'inévitable. Émile repoussa violemment son frère. Écoute-toi, écoute ce que tu es devenu. On est des assassins, Laurent, des monstres. Et maintenant, tu veux tuer des enfants? Le visage de Laurent se durcit. On est des survivants. Dans ce monde, il n'y a que deux sortes de gens, ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. J'ai choisi mon camp. Alors tu l'as choisi sans moi. Je ne marcherai plus là-dedans. Laurent ricana. Vraiment? Et tu vas faire quoi? Aller voir les flics? Leur expliquer qu'on a tué et découpé une vingtaine de personnes? Tu finiras sur l'échafaud avec moi, grand frère. Tu es aussi coupable que moi. C'était vrai. Et Émile le savait. Il avait du sang sur les mains. Autant que Laurent. Il avait attiré les victimes, les avait assommées, les avait transportées. Il avait tenu les scies pendant que Laurent découpait. Il avait compté l'argent, encore et encore. Il était piégé dans cet enfer de sa propre création. À l'intérieur, Leclerc attendait, tapant du pied avec impatience. « Alors, messieurs, avons-nous un accord ?» Laurent regarda son frère, un défi dans les yeux. Puis il se tourna vers le médecin et sourit. « On a un accord. Une semaine pour 3 spécimens selon vos spécifications. » Leclerc hocha la tête avec satisfaction et sortit une avance, 300 francs en billets froissés. « Je reviendrai dans 7 jours. Ne me décevez pas. » Après son départ, Renard félicita Laurent. « Excellente transaction, le docteur Leclerc est très influent. Si vous le satisfaites, il vous recommandera à d'autres clients de premier plan. » Cette nuit-là, Émile ne rentra pas chez lui. Il erra dans les rues glacées de Charleville-Mézières, passant devant les tavernes où s'entassaient les ouvriers, devant les hospices où gémissaient les malades, devant l'église Saint-Remy dont les vitraux brillaient faiblement dans l'obscurité. À un moment, il se retrouva sur le vieux pont de pierre, regardant le Meuse charrier des plaques de glace. Il suffisait de sauter, de se laisser tomber dans l'eau noire et glacée, de mettre fin à cette spirale d'horreur. Mais il n'en avait pas le courage. Même pour mourir, il était trop lâche. Quelqu'un toussa derrière lui. Émile se retourna et vit une silhouette frêle, un garçon d'une 12aine d'années, vêtu de haillons, les pieds nus malgré le gel. « Vous auriez pas un sou, monsieur ?» demanda l'enfant d'une voix éraillée. « J'ai rien mangé depuis 2 jours. » Émile fouilla dans sa poche et en sortit quelques pièces. Le garçon les prit avec un sourire édenté et s'enfuit en boitant, ses pieds laissant des traces sanglantes dans la neige. Et Émile comprit avec horreur que c'était exactement le genre d'enfant que Laurent rechercherait, seul, sans famille, invisible aux yeux du monde. Il courut derrière le garçon, le rattrapa par le bras. « Où habites-tu » L'enfant le regarda avec méfiance. « J'ai pas de maison. Je dors où je peux. Tu as de la famille ?»« Maman est morte l'année dernière. »« Papa, je sais pas où il est. » Parfait, absolument parfait pour Laurent. Émile fouilla de nouveau dans ses poches et en sortit tout l'argent qu'il avait, une 20aine de francs. « Tiens, prends ça et va chez les Sœurs de la Charité, rue de la Paix. Dis-leur que tu cherches un abri, et surtout... » Il serra l'épaule maigre du garçon. « Surtout, ne fais confiance à personne qui te propose du travail facile ou un endroit chaud pour dormir. Compris? Ne fais confiance à personne. » Le garçon hocha la tête, stupéfait par cette manne inattendue, et s'enfuit dans la nuit. Émile resta seul sur le pont, tremblant de froid et de dégoût de lui-même. Il venait peut-être de sauver une vie. Mais combien d'autres n'avaient pas eu cette chance?
Combien avaient croisé le chemin de Laurent, attirés par de fausses promesses, pour finir sur cette table de bois dans l'entrepôt maudit? Les jours suivants furent un cauchemar. Laurent traqua ses proies avec une efficacité terrifiante. Il repéra un jeune docker récemment arrivé de Sedan, sans famille ni amis, une couturière d'une trentaine d'années qui vivait seule dans une mansarde. Et, malgré les protestations d'Émile, un garçon de 13 ans qui traînait près de la gare, vendant des journaux pour survivre. « Tu n'as pas à participer si ça te dégoûte tant que ça », dit Laurent avec un haussement d'épaule. « Je peux m'occuper de tout moi-même. » Et c'est ce qu'il fit. Émile se retrouva spectateur impuissant de l'horreur. Il entendait les cris étouffés venant de l'entrepôt. Il voyait les seaux remplis de sang que Laurent vidait dans le Meuse la nuit. Il sentait l'odeur métallique et écœurante qui imprégnait les vêtements de son frère. Le 7e jour, Leclerc revint avec Renard. Laurent les conduisit à la cave où 3 caisses en bois étaient alignées, soigneusement étiquetées. « Parfait !» dit Leclerc, en inspectant brièvement le contenu. « Le travail est propre, les sujets sont en excellent état. Voici le reste de votre paiement. 600 francs supplémentaires, le prix de 3 vies. » Après leur départ, Laurent compta l'argent avec une satisfaction évidente. « Tu vois, tout s'est bien passé. Et Leclerc a dit qu'il nous recommanderait à d'autres clients. On va enfin avoir une vraie clientèle. » Émile le regarda avec des yeux vides. « Tu es devenu fou, complètement fou. »« Non, j'ai juste compris comment fonctionne le monde. » Laurent rangea l'argent dans leur cachette. Les riches ont toujours exploité les pauvres. Les médecins ont toujours eu besoin de corps pour progresser. On est juste un maillon de la chaîne, et un maillon qui se fait bien payer en plus. Ce soir-là, un homme vint frapper à leur porte. Grand, les cheveux gris, le visage marqué par les années. Il portait l'uniforme délavé d'un ancien soldat. « Je m'appelle Théodore Marchand », dit-il d'une voix grave. « J'étais capitaine dans la garde nationale pendant la guerre contre la Prusse. Maintenant, je suis à la retraite et je m'occupe de problèmes que la police préfère ignorer. » Laurent fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Vous connaître. » Les yeux de Marchand étaient perçants, scrutateurs. « Des gens disparaissent dans ce quartier, beaucoup de gens, plus que la moyenne. Et j'ai remarqué que votre carriole passe souvent près des anciens abattoirs à des heures inhabituelles. On fait de la contrebande, dit rapidement Laurent. Du vin, du tabac, rien de plus. Vraiment ? Marchand sourit, mais ce sourire n'avait rien d'amical. Parce qu'il y a 3 semaines, je vous ai vu sortir de cet entrepôt à 4 heures du matin. Votre carriole était lourdement chargée, et elle dégoulinait. Pas de vin, à mon avis. Plutôt quelque chose de plus visqueux. Le silence qui suivit fut glacial. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Laurent, mais sa voix tremblait légèrement. « Bien sûr que non. » Marchand fit un pas en arrière. « Mais je vais garder un œil sur vous, messieurs Dervaux. Un œil très attentif. Bonne soirée. » Il s'en alla, laissant les 2 frères pétrifiés. « Il sait, » murmura Émile. « Il sait, et il va nous dénoncer. Il ne sait rien. Il devine, c'est tout. » Mais Laurent semblait ébranlé pour la première fois depuis des mois. « On va faire plus attention, se faire discret pendant quelques semaines. » Mais quelques jours plus tard, une jeune femme disparut près du marché aux poissons. Puis un ouvrier ne se présenta pas à son poste à l'usine textile. Puis une vieille mendiante qu'on voyait tous les jours près de l'église ne fut plus là. Et Marchand observait, notait, rassemblait des preuves. Les frères Dervaux étaient devenus tellement arrogants, tellement sûrs de leur impunité, qu'ils ne remarquèrent pas les murs se refermer autour d'eux. Pas encore. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Mars arriva avec une pluie glaciale qui transforma la neige en boue grise. Le Meuse déborda légèrement, inondant les caves des maisons près des quais. Dans cette eau trouble remontèrent des choses que la rivière avait gardées prisonnières tout l'hiver. Branches pourries, détritus, et parfois des formes plus inquiétantes que les riverains préféraient ne pas examiner de trop près. C'est un ouvrier drageur, nettoyant les berges, qui fit la découverte. Il crut d'abord à une racine d'arbre emmêlée dans les algues. Puis il vit les doigts. Une main humaine,
la peau blanchie et gonflée par l'eau, émergeait de la vase. Il hurla et tomba à la renverse. En quelques heures, la police était sur place et avec elle Théodore Marchand. « Tirez sur cette corde !» ordonna l'inspecteur Gustave Arnoux, un homme corpulent aux favoris impressionnants. Doucement, il y a peut-être d'autres morceaux. Ce qu'ils sortirent de l'eau ce jour-là glaça le sang de tous les présents. Pas un corps entier, mais des parties. Un torse décapité et sans membres. Des jambes séparées à mi-cuisse. Des bras coupés au niveau de l'épaule. Tout avait été soigneusement découpé, presque chirurgicalement. « C'est un homme », déclara le médecin légiste appelé sur place. La quarantaine environ. Mort depuis plusieurs semaines, immergé dans l'eau froide, ce qui a ralenti la décomposition. Un accident, suggéra un jeune policier, le visage verdâtre. Un accident qui découpe quelqu'un en morceaux réguliers? Arnoux secoua la tête. Non, c'est un meurtre, et un meurtre qui ressemble diablement à un travail de boucher. Marchand, qui se tenait légèrement en retrait, s'approcha. « Inspecteur, je peux vous parler en privé ?» Dans un café proche, Marchand exposa ses observations des dernières semaines. Les disparitions inexpliquées, les frères Dervaux et leurs carrioles suspectes, l'entrepôt près des anciens abattoirs, les allées et venues nocturnes. « Ce ne sont que des indices circonstanciels, » objecta Arnoux. « Pas de quoi obtenir un mandat. Alors attendons la prochaine découverte. »« Parce qu'il y en aura une autre, inspecteur, j'en suis certain. » Il avait raison. 2 jours plus tard, des enfants jouant près du pont trouvèrent un sac de toile accroché dans les piliers. À l'intérieur, des os proprement nettoyés, certains encore partiellement recouverts de chair bouillie. Le médecin légiste identifia des fémurs, des côtes, une partie d'un crâne. « C'est incroyable », murmura-t-il en examinant les os à la lumière d'une lampe. « Ces os ont été traités. Regardez, ils ont été bouillis pour enlever la chair, puis blanchis. C'est exactement la technique utilisée dans les écoles de médecine pour préparer des squelettes anatomiques. » Arnoux sentit son estomac se retourner. « Vous voulez dire que quelqu'un prépare des corps pour les vendre à des institutions médicales, et apparemment, il jette les déchets dans le Meuse. » La nouvelle se répandit dans Charleville-Mézières comme une traînée de poudre. Les journaux locaux titrant en lettres grasses « Le boucher de Charleville frappe à nouveau ». La panique s'installa. Les mères gardèrent leurs enfants à l'intérieur. Les femmes seules ne sortaient plus après la tombée de la nuit. Les vagabonds quittèrent la ville par dizaines, et dans leur maison, les frères Dervaux réalisèrent que leur monde s'écroulait. « Il faut qu'on parte », dit Émile en fourrant des vêtements dans un sac. « Maintenant, cette nuit. » Laurent, assis à la table de la cuisine, fixait le mur d'un regard vide. « Partir où? On n'a nulle part où aller. N'importe où. La Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, tant qu'on est loin d'ici. Et l'argent, tu veux tout abandonner ?» Émile s'arrêta, incrédule. « L'argent, Laurent, ils vont nous pendre. Tu comprends ça? Ils vont nous pendre. » Un coup violent à la porte les fit sursauter tous les deux. La voix autoritaire d'Arnoux résonna. « Police! Ouvrez immédiatement !» Laurent se leva d'un bond, cherchant une issue. Mais la maison était encerclée. Des policiers partout, leurs lanternes perçant l'obscurité. « On va nous prendre !» murmura Émile, paralysé par la terreur. « Non !» Laurent saisit un couteau sur la table. « Je ne finirai pas sur l'échafaud. » Avant qu'Émile puisse l'arrêter, Laurent courut vers l'arrière de la maison. Un coup de feu retentit. Des cris, puis le silence. Émile ouvrit la porte d'entrée, les mains en l'air. Arnoux et Marchand entrèrent, pistolets au poing. « Où est votre frère ?» demanda l'inspecteur. « Il s'est enfui par derrière. » Ils le trouvèrent dans le jardin détrempé, une balle dans l'épaule, le couteau encore à la main. Il se débattit comme un animal pris au piège, crachant et hurlant, jusqu'à ce que 3 policiers le maîtrisent. « Fouille de la maison !» ordonna Arnoux. Ce qu'ils découvrirent dépassa leur pire cauchemar. Dans une cachette sous le plancher, le registre de Laurent. Page après page de noms, de dates, de mesures, de prix. 27 entrées au total. 27 êtres humains transformés en marchandises. Dans l'entrepôt près des abattoirs, l'horreur atteignit son paroxysme. Les crochets, les scies, les seaux tachés de sang séché.
et dans un tonneau de saumure au fond de la cave, des morceaux qu'il n'avait pas encore eu le temps de vendre ou de jeter, des mains, des pieds, des fragments de visage conservés dans le sel. Mais ce qui glaça le sang de tous les enquêteurs fut la découverte dans un coin sombre de l'entrepôt, une caisse en bois contenant des photographies des victimes prises après leur mort, positionnées comme dans les planches anatomiques. Laurent avait photographié son travail, créant un catalogue macabre de ses crimes. Et là, sur l'une de ces photographies, Arnoux reconnut un visage. Celui de sa propre nièce, disparue 6 mois plus tôt. Louise, 19 ans, venue de Tours pour chercher du travail. Elle avait dit qu'elle avait trouvé une place de domestique chez une famille bourgeoise. Puis, plus de nouvelles. On avait pensé qu'elle était partie ailleurs, qu'elle avait oublié d'écrire. L'inspecteur tomba à genoux, la photographie tremblant dans ses mains. « Louise, mon Dieu, Louise !» Marchand posa une main sur son épaule, lui-même bouleversé. Dans cette caisse, il y avait des dizaines de photographies, des dizaines de visages figés dans la mort, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, même des enfants. Qui leur achetait ces corps ? Demanda Arnoux d'une voix étranglée par les sanglots et la rage. C'est Émile, effondré contre un mur de la maison, qui finit par parler. Les mots sortaient de sa bouche comme un vomissement, une confession qui ne pouvait plus être retenue. Renard, Augustin Renard, c'est lui qui nous a tout appris, lui qui nous a dit qu'il y avait un marché pour ça, que des médecins, des professeurs, des chirurgiens, qu'il payait des fortunes pour des corps frais. Il nous a fourni les outils, les contacts, les techniques. Où peut-on le trouver? Je ne sais pas. Il vient ici, on ne sait pas où il habite. Mais les registres de Laurent contenaient plus que des descriptions de victimes. Il y avait aussi des adresses, des noms de clients, des montants payés. La découverte suivante fit trembler toute la France. Renard n'était pas un simple intermédiaire. C'était le chef d'un réseau tentaculaire qui s'étendait sur toute l'Europe. Les frères Dervaux n'étaient qu'un maillon parmi des dizaines d'autres fournisseurs, opérant dans les grandes villes françaises et au-delà. Lyon, Marseille, Lille, Bruxelles, Londres, partout, des hommes comme Laurent chassaient les plus vulnérables pour alimenter les tables de dissection. Et les acheteurs, certains des plus prestigieux noms de la médecine française, des professeurs éminents, des chirurgiens célèbres, des directeurs d'hôpitaux, tous savaient parfaitement l'origine des spécimens qu'ils achetaient. Tous fermaient les yeux, se cachant derrière le noble prétexte de l'avancement scientifique. Le docteur Valentin Leclerc, dont le nom apparaissait plusieurs fois dans le registre, fut arrêté dans son bureau de la faculté de médecine de Paris. Quand on fouilla ses archives, on découvrit des correspondances avec des dizaines de fournisseurs à travers l'Europe. Il tenait lui-même une sorte de catalogue, notant les prix, les qualités, les disponibilités. « C'est pour la science », se défendit-il lors de son interrogatoire. « Ces gens seraient morts de toute façon. Ils n'ont servi à rien de leur vivant, au moins leurs corps ont contribué au progrès de la médecine. » Marchand, présent lors de l'interrogatoire, dut se retenir de franchir la table et d'étrangler cet homme qui parlait d'êtres humains comme de rats de laboratoire. Mais la révélation la plus dévastatrice vint lorsqu'on arrêta enfin Renard, après des semaines de traque. On le trouva dans une villa luxueuse près de Reims, entouré d'œuvres d'art achetées avec l'argent du sang. Lors de son procès, face à une foule hurlante réclamant sa tête, Renard fit une déclaration qui glaça d'horreur toute la salle d'audience. « Vous me jugez? Vous, qui fermez les yeux sur la misère qui tue plus sûrement que n'importe quel couteau? Vous, qui laissez des enfants mourir de faim dans vos rues? Vous, qui exploitez les ouvriers jusqu'à ce qu'ils crachent leurs poumons? Je n'ai fait qu'utiliser les cadavres que votre société produit en masse. J'ai créé un commerce. Un commerce qui répond à une demande réelle. Les facultés de médecine ont besoin de corps. J'ai trouvé un moyen de les leur fournir. Si je suis un monstre, alors vous êtes tous complices, car vous avez créé les conditions qui rendent mon commerce possible. Le silence qui suivit fut assourdissant, parce qu'au fond, il avait raison. Les corps qu'il vendait n'étaient pas ceux de bourgeois confortablement installés. C'étaient ceux des pauvres, des marginaux, des invisibles.
Des gens dont la société se fichait éperdument tant qu'ils restaient hors de vue. Des gens qui disparaissaient sans que personne ne pose de questions. Le procès des frères Dervaux commença en mai 1892, dans une salle d'audience bondée. Laurent, le bras toujours en écharpe suite à sa blessure par balle, ne montra aucun remords. Il répondit aux questions avec une froideur clinique, décrivant ses crimes comme on décrirait un processus industriel. Oui, je les ai tués. Rapidement, sans douleur inutile. Puis je les ai préparés selon les normes demandées par les clients. C'était du travail, rien de plus. Du travail ? S'étrangla le procureur. Vous appelez le meurtre de 27 personnes du travail ? Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de la survie. Émile, lui, pleura durant tout le procès. Il admit sa culpabilité, implora le pardon des familles, décrivit en détail comment ils avaient glissé dans cette spirale d'horreur. Mais ces larmes ne changèrent rien au verdict. Le 17 juillet 1892, les deux frères furent condamnés à mort par guillotine. La sentence fut exécutée à l'aube du 3 août, sur la place principale de Charleville-Mézières. Une foule immense s'était rassemblée, des milliers de personnes venues assister à la justice. Certains pleuraient, pensant aux victimes. D'autres hurlaient des insultes. Beaucoup étaient simplement curieux, attirés par le spectacle macabre. Laurent monta à l'échafaud sans trembler, refusant les derniers sacrements du prêtre. Ses derniers mots furent « Je ne regrette rien. J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre. » La lame tomba. Sa tête roula dans le panier. Émile, qui avait dû assister à l'exécution de son frère, s'évanouit. On dut le porter jusqu'à la guillotine. Quand il reprit conscience, il pleura, appelant sa mère, mort depuis 20 ans. Ses derniers mots furent « Pardon, pardon à tous ». La lame tomba une seconde fois. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. L'affaire des frères Dervaux ne se termina pas avec leur exécution. Elle ne fit en réalité que commencer à révéler l'ampleur du système qui les avait créés. Dans les semaines qui suivirent, alors que les enquêteurs fouillaient méticuleusement les archives saisies chez Renard et Leclerc, une vérité effroyable émergea. Le commerce de corps humains était bien plus répandu qu'on ne l'avait imaginé. Ce n'était pas une aberration isolée, une dérive de quelques criminels sans scrupules. C'était une industrie organisée, avec ses fournisseurs, ses intermédiaires, ses clients, ses prix de marché. Théodore Marchand, qui avait pris en charge la coordination de l'enquête élargie, découvrit l'existence d'au moins 15 autres ateliers similaires à celui des Dervaux, répartis dans toute la France. À Lyon, un ancien équarrisseur et son fils avaient fourni plus de 40 corps à la faculté locale. À Marseille, un propriétaire de pompes funèbres détournait des cadavres avant l'enterrement, les remplaçant par des sacs de sable. À Lille, un groupe de fossoyeurs exhumait des corps fraîchement enterrés pour les revendre. Mais le plus choquant fut la découverte faite dans les archives d'un hôpital parisien prestigieux. Dans une salle fermée à clé, derrière des rangées de bocaux contenant des organes conservés dans le formol, on trouva des registres datant de plusieurs décennies. Ces registres révélaient que l'hôpital avait acheté de manière parfaitement consciente et organisée des centaines de corps à des fournisseurs douteux depuis les années 1860. Ils savaient, dit Marchand, en feuilletant les documents jaunis, la voix tremblante de rage. Ils ont toujours su, et ils ont couvert tout ça sous le prétexte de l'avancement médical. L'inspecteur Arnoux, qui ne s'était jamais vraiment remis de la découverte que sa nièce avait été victime des Dervaux, hocha tristement la tête. La science comme excuse pour l'ignominie, comme si le progrès justifiait tout. Le procès de Renard et Leclerc, qui débuta en septembre 1892, attira une attention internationale. Des journalistes de Londres, de Berlin, de Bruxelles vinrent couvrir ce qu'on appelait désormais le scandale anatomique français. Les révélations s'enchaînèrent, chacune plus accablante que la précédente. Renard, contrairement à Laurent Dervaux, ne montra aucune arrogance lors de son procès. Il comprit rapidement que sa seule chance d'échapper à la guillotine était de coopérer pleinement.
Il donna des noms, des dates, des montants. Il décrivit en détail le fonctionnement du réseau, les méthodes de recrutement des fournisseurs, les circuits de distribution, les techniques pour éviter les soupçons. J'ai simplement répondu à une demande du marché, expliqua-t-il calmement lors de son témoignage. Les écoles de médecine européennes forment des milliers d'étudiants chaque année. Chaque étudiant doit disséquer au moins un cadavre complet durant sa formation. La loi française ne permet l'utilisation que des corps d'indigents morts à l'hôpital sans famille pour les réclamer. Mais ces corps ne suffisent pas même de loin. Alors, les facultés se tournent vers le marché noir. Elles ne posent pas de questions sur la provenance, tant que la marchandise est fraîche et bien conservée. Le procureur, un homme maigre au visage sévère nommé Octave Beaumont, le fixa avec dégoût. « Vous parlez de marchandises. Ce sont des êtres humains dont nous parlons. Des mères, des pères, des enfants. Pour vous, peut-être. Pour moi, c'étaient des ressources inexploitées. Ces gens ne servaient à rien de leur vivant. Pas de travail, pas de famille, pas d'avenir. Au moins, dans la mort, leurs corps ont contribué à former les médecins qui sauveront des vies. N'est-ce pas une forme de rédemption ? » Un murmure d'horreur parcourut la salle. Plusieurs spectateurs crièrent des insultes. Le juge dut menacer de faire évacuer la salle. Le témoignage du docteur Leclerc fut encore plus révélateur. Contrairement à Renard, il essaya d'abord de nier, puis de minimiser, puis enfin, acculé par les preuves, il s'effondra et avoua tout. « Nous avions besoin de spécimens, balbutia-t-il, les mains tremblantes. Les étudiants doivent apprendre. Comment voulez-vous former de bons chirurgiens sans qu'ils puissent pratiquer? Les quelques corps légaux ne suffisaient pas. Alors oui, nous nous sommes tournés vers d'autres sources, mais nous pensions, nous espérions, nous nous disions que ces gens étaient déjà morts, que ces gens n'étaient pas morts, rugit Beaumont en brandissant le registre de Laurent Dervaux. Ils ont été assassinés pour répondre à votre demande. Vous avez créé un marché pour le meurtre. Les témoignages des familles des victimes furent les moments les plus déchirants du procès. L'une après l'autre, elles montèrent à la barre pour raconter la disparition de leurs filles, de leurs fils, de leurs sœurs, de leurs pères, des vies brisées, des années d'attente et d'espoir, puis la découverte terrible que leur être cher avait été assassiné et découpé comme un animal de boucherie. La mère de Mathilde, la première victime des Dervaux après qu'ils eurent franchi la ligne rouge, témoigna d'une voix à peine audible. Elle était venue à Charleville pour trouver du travail. Elle voulait envoyer de l'argent à la maison. Elle avait 19 ans. Elle aimait chanter. La femme éclata en sanglots, incapable de continuer. Le témoignage d'Arnoux concernant sa nièce Louise fut particulièrement poignant. « Elle m'appelait tonton Gus », dit-il, les larmes coulant librement sur ses joues. Quand elle était petite, je lui apprenais à attraper des poissons dans la rivière. Elle riait tout le temps. Elle voulait devenir institutrice. Et ces monstres l'ont transformée en pièces détachées pour des étudiants en médecine. Durant tout le procès, une question revenait sans cesse. Comment tant de gens avaient-ils pu fermer les yeux? Les employés des facultés qui réceptionnaient les caisses suspectes, les professeurs qui utilisaient ces corps sans poser de questions, les administrateurs qui signaient les bons de paiement, les étudiants qui pratiquaient leur dissection sur ces cadavres volés. Certains témoins tentèrent de se justifier. « On ne savait pas », répétait-il. « On pensait que c'étaient des corps légaux. On ne posait pas de questions. » Mais Marchand, appelé comme expert durant le procès, démonta méthodiquement ses mensonges. Bien sûr qu'il savait. Comment ne pas trouver suspect qu'un intermédiaire privé livre des corps frais à toute heure de la journée ou de la nuit? Comment ne pas s'interroger sur le fait que ces corps n'avaient aucune paperasse officielle? Comment ne pas remarquer que certains portaient des traces de violence? Il brandit une photographie prise lors de l'exhumation d'une des victimes, une jeune femme dont le crâne portait la marque évidente d'un coup violent. Cette femme a été frappée à mort. N'importe quel étudiant en première année aurait pu voir que ce n'était pas une mort naturelle. Mais personne n'a rien dit. Personne n'a rapporté, parce que tout le monde profitait du système. Le verdict
tomba fin octobre. Renard et Leclerc furent tous deux condamnés à mort. Mais contrairement aux frères Dervaux, leurs sentences furent commuées en travaux forcés à perpétuité suite à l'intervention de plusieurs personnalités influentes, des médecins, des professeurs, des membres du gouvernement qui craignaient qu'une enquête trop approfondie ne révèle leurs propres implications dans le scandale. Cette clémence relative provoqua l'indignation. Des émeutes éclatèrent à Paris et à Lyon. La foule réclamait une justice égale pour tous. « Les riches achètent les pauvres, puis achètent leur liberté », criaient les manifestants. Mais le scandale eut au moins un effet positif. Il força le gouvernement à réformer les lois sur les dons de corps à la science. Une nouvelle législation fut votée, créant un système de dons volontaires et transparent, avec une surveillance stricte des facultés de médecine et des sanctions sévères pour toute infraction. À Charleville-Mézières, la vie tenta de reprendre son cours normal, mais la ville resta marquée à jamais. L'entrepôt des frères Dervaux fut brûlé par les habitants, malgré les ordres des autorités. Personne ne voulait que ce lieu d'horreur continue d'exister. La maison des Dervaux, elle, resta vide pendant des années. Personne ne voulait y habiter. Les enfants du quartier racontaient qu'on entendait des cris la nuit, que des ombres bougeaient derrière les fenêtres condamnées. Bien sûr, ce n'étaient que des histoires, mais dans une ville hantée par tant de morts injustes, la frontière entre le réel et l'imaginaire devenait floue. Marchand, qui avait été le fer de lance de l'enquête, ne se remit jamais vraiment de ce qu'il avait découvert. Il démissionna de ses fonctions officieuses et se retira dans une petite ferme en Champagne. Avant de partir, il confia à Arnoux « J'ai vu des choses terribles pendant la guerre. J'ai vu des hommes tués par milliers, des villages entiers brûlés. Mais cette affaire, cette froideur calculée, cette transformation d'êtres humains en marchandises, c'est pire que la guerre. Parce qu'à la guerre, on peut au moins se dire qu'on se bat pour une cause. Mais ici, c'était juste de l'avidité, de la pure avidité déguisée en progrès scientifique. » Arnoux, lui, resta à son poste. Il se fit une mission de retrouver toutes les victimes du réseau, de leur donner un nom, une histoire, une sépulture digne. C'était un travail titanesque. Beaucoup de corps avaient été complètement dispersés, utilisés par différentes institutions, perdus dans l'anonymat des salles de dissection. Mais il persévéra. Chaque identification, même des années après les faits, était une petite victoire contre l'oubli. Il créa un mémorial dans le cimetière de Charleville, une simple pierre tombale portant l'inscription « Aux victimes du commerce de la chair humaine, que leur nom ne soit jamais oublié ». En dessous étaient gravés tous les noms qu'il avait pu identifier. Mathilde Vasseur, 19 ans, Jeanne Bertrand, 34 ans, Henri Lefebvre, 41 ans, Louise Arnoux, 19 ans, et tant d'autres. Certains noms manquaient, des gens si pauvres, si marginalisés qu'ils n'avaient même pas laissé de traces de leur existence. Même dans la mort, ils restaient anonymes. Pour eux, Arnoux avait fait graver « Et tous ceux dont les noms ont été perdus, vous n'êtes pas oubliés ». Les années passèrent. 1893, 1894, 1895. Le scandale s'estompa progressivement des mémoires. D'autres tragédies, d'autres drames captèrent l'attention publique. La vie continua. Mais à Charleville-Mézières, personne n'oublia vraiment. Les vieux racontaient l'histoire aux jeunes. Les mères l'utilisaient pour mettre en garde leurs filles contre les inconnus proposant du travail trop facilement. Les ouvriers, après quelques verres dans les tavernes, parlaient à voix basse des frères qui avaient vendu l'humanité par morceaux. Et parfois, lors des hivers particulièrement rudes, quand le Meuse charriait de nouveau des plaques de glace, quelqu'un trouvait quelque chose dans l'eau. Un os, un morceau de tissu, un objet personnel, une bague, un peigne, un bouton de chemise. Chaque fois, la même question revenait. Était-ce un reste des crimes des Dervaux, ou y avait-il d'autres secrets enfouis dans les eaux troubles du fleuve? Parce que la vérité terrible que révéla l'affaire Dervaux, c'est que la misère crée toujours des prédateurs. Tant qu'il y aura des pauvres que personne ne regarde, des marginaux dont personne ne se soucie, des invisibles que la société ignore, il y aura des hommes pour les exploiter, les utiliser, les transformer en marchandises.
Les frères Dervaux n'étaient pas des aberrations. Ils étaient le symptôme d'une maladie plus profonde, celle d'une société qui avait assigné une valeur marchande à l'existence humaine, où certaines vies valaient moins que d'autres. Et cette maladie n'est jamais vraiment guérie. Printemps 1896. 4 ans après l'exécution des frères Dervaux. Victor Beaumont, le fils du procureur qui avait mené l'accusation, entrait en première année de médecine à la faculté de Paris. C'était un jeune homme brillant, idéaliste, convaincu que la médecine était la plus noble des professions, sauver des vies, soulager la souffrance, repousser les frontières de la connaissance. Son premier jour dans la salle de dissection fut un choc. L'odeur d'abord, le formol mêlé à quelque chose de plus organique, de plus dérangeant. Puis la vision des tables en marbre blanc, chacune supportant une forme recouverte d'un drap gris. 30 tables, 30 corps. Le professeur Girard, un homme aux cheveux blancs et à la voix grave, fit son entrée. « Messieurs et mesdames », ajouta-t-il avec un signe de tête vers les 3 femmes présentes, rares pionnières dans ce domaine encore largement masculin, « bienvenue dans le temple de l'anatomie. Ce que vous allez apprendre ici formera la base de toute votre carrière médicale. Ces corps que vous voyez ne sont plus des personnes, ce sont des outils d'apprentissage, des livres de chair et d'os que vous devez étudier avec rigueur et respect. » Il fit un geste et les assistants retirèrent les draps. Victor se retrouva face au corps d'un homme d'environ 60 ans, maigre, la peau jaunâtre. À côté de lui, une étudiante nommée Hélène Roussel pâlit en découvrant le corps d'une jeune femme, probablement morte de tuberculose, à en juger par son état émacié. « D'où viennent ces corps ?» demanda un étudiant du fond de la salle. Girard marqua une pause imperceptible. « De l'hospice municipal, des indigents morts sans famille pour les réclamer. Tout est parfaitement légal, comme l'exige la loi votée après le scandale de 1892. » Mais dans cette pause, dans l'inflexion de sa voix, Victor perçut quelque chose. Un malaise, un mensonge. Les semaines passèrent. Victor se révéla doué pour l'anatomie. Ses dissections étaient précises, ses observations pointues, mais une question ne cessait de le hanter. Ces corps sur les tables, qui étaient-ils vraiment ? Un soir, alors qu'il travaillait tard dans la salle de dissection déserte, il remarqua quelque chose sur le poignet du cadavre qu'il étudiait, une cicatrice. Pas n'importe quelle cicatrice, mais un tatouage à demi effacé, des initiales AM. Les indigents de l'hospice n'avaient généralement pas de tatouage. C'était un luxe de gens ayant eu, à un moment de leur vie, assez d'argent pour se payer ce genre de fantaisie. Intrigué, Victor commença à examiner les autres corps. Sur l'un, il trouva une alliance en or cachée dans un pli de peau. Sur un autre, une dent en or. Sur un troisième, des marques sur les poignets qui ressemblaient à des liens. Son malaise grandit. Il se souvint des récits de son père sur l'affaire Dervaux, des nuits où Octave Beaumont rentrait à la maison hanté par les témoignages des familles, les photographies des victimes, l'horreur industrialisée. « Papa », demanda Victor lors d'un dîner familial, « les réformes après le scandale Dervaux, elles ont vraiment changé les choses ?» Son père posa sa fourchette, le regard soudain las. « Que veux-tu savoir exactement ? Les corps utilisés dans les facultés aujourd'hui, ils sont vraiment tous d'origine légale ?» Un long silence. Puis, « Officiellement, oui, officieusement. » Octave soupira. « La demande n'a pas diminué, Victor. Chaque année, des milliers d'étudiants entrent en médecine. Tous doivent disséquer. La loi a imposé plus de surveillance, plus de paperasse. Mais le marché noir, il existe toujours. Plus discret, plus sophistiqué, mais toujours là. Tu veux dire que les facultés achètent encore des corps volés ? Je ne dis rien, je ne peux rien prouver, mais si tu cherches bien, si tu poses les bonnes questions, si tu regardes vraiment ces corps sur les tables de dissection, tu verras qu'ils ne correspondent pas tous au profil d'indigents morts à l'hospice. » Victor sentit son estomac se nouer. Et personne ne fait rien ? Qui ferait quelque chose ? Les administrateurs des facultés ? Ils ont besoin de ces corps. Les professeurs, leur carrière en dépend. Les étudiants, ils veulent devenir médecins. Et les autorités, elles préfèrent ne pas savoir.
Tant que ce n'est pas aussi flagrant qu'avec les Dervaux, tant que personne ne trouve de cadavre dans le Meuse, tout le monde ferme les yeux. Cette conversation changea Victor. Il ne pouvait plus regarder les corps sur les tables de dissection de la même manière. Chaque cadavre devenait une question. Qui étais-tu? Comment es-tu mort? Ta famille sait-elle où tu es? Hélène Roussel, l'étudiante qui travaillait à la table voisine, remarqua son trouble. « Tu penses à l'affaire Dervaux, n'est-ce pas ?» dit-elle un jour en nettoyant ses instruments. « Comment tu sais ?»« Ton nom, Beaumont, le procureur qui les a envoyés à l'échafaud. » Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Moi aussi, je me pose des questions. Mon frère est policier à Lyon. Il dit que des gens disparaissent encore. Pas autant qu'avant, pas aussi ouvertement, mais ils disparaissent quand même. Et il dit que certaines facultés paient des sommes considérables à des fournisseurs dont personne ne connaît vraiment l'identité. On devrait faire quelque chose. Quoi? On est étudiant. On n'a aucun pouvoir. Et si on parle trop fort, si on pose trop de questions, on risque de se faire expulser. Ou pire. Pire? Hélène baissa la voix jusqu'au murmure. Un étudiant de 3e année, il y a 2 ans, a commencé à investiguer sur l'origine des corps. Il prenait des notes, posait des questions aux employés. 1 mois plus tard, on l'a retrouvé dans la Seine. Officiellement, un suicide. Mais son camarade de chambre dit qu'il avait reçu des menaces. Victor sentit un frisson le parcourir. Le système était bien plus profond, bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il commença à mener sa propre enquête discrète. Il notait les corps qui semblaient suspects, ceux qui portaient des marques de violence, ceux qui avaient des objets de valeur, ceux dont l'état de conservation suggérait qu'ils n'avaient pas suivi les circuits officiels. Il découvrit que la faculté de médecine de Paris payait un intermédiaire nommé Félix Durand pour services administratifs liés à l'approvisionnement en matériel pédagogique. Un euphémisme transparent pour quiconque savait lire entre les lignes. Il apprit qu'à Lyon, à Marseille, à Lille, des réseaux similaires opéraient toujours dans l'ombre, toujours avec la complicité tacite des institutions prestigieuses. Un soir d'hiver 1897, alors que Victor travaillait tard dans les archives de la faculté, cherchant des documents sur les transactions avec Durand, il entendit des voix. Se cachant derrière une étagère, il vit entrer le doyen de la faculté, accompagné d'un homme qu'il ne connaissait pas. « Les étudiants posent trop de questions cette année, » disait le doyen. « Surtout ce Beaumont, le fils du procureur, évidemment. Il fouine partout. »« Voulez-vous que je m'en occupe ?» demanda l'inconnu d'une voix froide. « Non, non, rien de violent. On ne peut pas se permettre un autre scandale, mais... assurez-vous qu'ils comprennent qu'il y a des lignes à ne pas franchir. » Le lendemain, Victor trouva une note glissée sous la porte de sa chambre d'étudiant. Pas de signature, juste quelques mots. « Votre père a déjà perdu une nièce dans cette affaire. Serait dommage qu'il perde aussi son fils. » Le message était clair. Victor se retrouva face à un dilemme terrible, continuer son enquête et risquer sa vie, ou se taire et devenir complice du système qu'il voulait combattre. Il pensa aux victimes, à tous ces inconnus sur les tables de dissection qui n'avaient jamais demandé à servir la science, à leurs familles qui les cherchaient peut-être encore, à l'injustice fondamentale d'un système qui transformait la misère en marchandise. Puis il pensa à son avenir, sa carrière, sa famille, sa propre vie. Le choix qu'il fit cette nuit-là hante encore ceux qui connaissent l'histoire. Victor Beaumont termina ses études de médecine. Il devint un chirurgien respecté, sauva des centaines de vies, forma des dizaines d'étudiants. Mais il ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait découvert. Il garda ses notes, cachées dans un coffre que sa famille découvrit après sa mort en 1954. Ces notes furent publiées par un historien dans les années 1970, révélant que le commerce clandestin de corps humains avait continué bien après l'affaire Dervaux, simplement devenu plus discret, plus organisé, plus institutionnalisé. Dans ses dernières volontés, Victor avait laissé un message destiné aux générations futures. « J'ai choisi le silence par lâcheté, déguisé en pragmatisme. Je me suis dit qu'un bon médecin pouvait faire plus de bien en soignant qu'en dénonçant.
Mais c'était un mensonge. Le bien qu'on fait en fermant les yeux sur le mal ne vaut rien. Si vous lisez ceci, quelle que soit l'époque, sachez que l'humanité a toujours un prix sur le marché. Les formes changent. Esclavage, travail forcé, prostitution, trafic d'organes, mais le principe reste le même. Les pauvres et les faibles sont transformés en marchandises pour le profit des riches et des puissants. Ne fermez pas les yeux. Ne vous dites pas que c'est inévitable. Ne choisissez pas comme moi le confort du silence, parce que ce silence est la vraie complaisance qui permet aux horreurs de perdurer. À Charleville-Mézières, 120 ans après les crimes des frères Dervaux, la ville a changé. Les anciens abattoirs ont été démolis, remplacés par un centre commercial. Le Meuse coule toujours, mais ses berges sont aménagées en promenade. La maison des Dervaux a été rasée il y a longtemps. Mais chaque année, le 3 août, anniversaire de leur exécution, quelqu'un dépose des fleurs sur le mémorial du cimetière. Parfois, c'est un historien local, parfois un descendant d'une des victimes, parfois simplement un habitant qui n'oublie pas. Parce que l'histoire des frères Dervaux n'est pas qu'une histoire de monstres et de victimes. C'est l'histoire d'une société qui a créé les conditions rendant possible le monstre. C'est l'histoire de tous ceux qui ont fermé les yeux. Les policiers qui n'ont pas enquêté assez tôt, les voisins qui n'ont pas posé de questions, les médecins qui ont accepté les corps sans vérifier leur origine, les autorités qui ont préféré ignorer les signaux d'alarme. Et c'est une mise en garde pour toutes les époques. Quand on cesse de voir l'humanité dans les autres, quand on réduit les êtres humains à leur valeur utilitaire, quand on justifie l'injustice par le progrès ou la nécessité, on ouvre la porte à des horreurs qu'on ne peut plus contrôler. Les frères Dervaux sont morts sur l'échafaud il y a plus d'un siècle. Mais le système qui les a créés, qui les a utilisés, qui a profité de leurs crimes, ce système, sous différentes formes, existe toujours. Et il continuera d'exister tant que nous choisirons de ne pas regarder, de ne pas poser de questions, de ne pas nous battre pour que chaque vie humaine, quelle qu'elle soit, ait une valeur intrinsèque qui ne puisse jamais être marchande. Dans le froid des nuits d'hiver, quand le vent souffle du nord et que le Meuse charrie ses glaces, les vieux de Charleville racontent encore l'histoire. Pas pour faire peur aux enfants, pas pour divertir, mais pour se souvenir. Pour ne jamais oublier le prix que perdent les invisibles quand une société les oublie. Pour rappeler que derrière chaque statistique, chaque corps, chaque cas, il y a une personne, un nom, une histoire, une humanité qui mérite d'être préservée. Les frères Dervaux ont transformé des humains en marchandises. Mais le vrai crime est que toute une société les a laissés faire, a profité de leurs actes, puis a détourné le regard en prétendant que cela servait un but supérieur. Cette leçon, gravée dans le sang et la souffrance de 27 victimes connues et de centaines d'autres perdues dans l'anonymat, résonne encore aujourd'hui. Parce que l'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière. Mais l'inhumanité, elle, trouve toujours de nouveaux visages. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.